Bien. Je te donne la parole, Michael. Merci beaucoup. Parfait. Et merci déjà pour cette invitation, Emmanuel. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 40-45 minutes pour peut-être revenir sur différents travaux relatifs à à mes précédentes recherches et mes recherches actuelles sur la question de cette transition vers l'enseignement supérieur. Et donc, on va se concentrer sur cette question de transition vers l'enseignement supérieur aujourd'hui. Et comme le dit le titre de ma présentation, vraiment sur le rôle des professeurs sur cette question de réussite étudiante avec cet axe transition, donc plutôt sur les publics étudiants qui rentrent dans l'enseignement supérieur, en se posant un petit peu la question du rôle des pratiques enseignantes au travers de différentes études et de différentes recherches. Pour ce faire de manière assez globale, mais en fait, je vous propose 4 temps de réflexion et on verra un petit peu comment ça va avancer. Est-ce qu'on fera 4 temps de réflexion avec des moments d'échange ou est-ce qu'on gardera les échanges pour la fin? On verra peut-être en fonction. Je ne sais pas ce que tu as l'habitude, enfin, Manuel, est-ce qu'on garde ça à la fin ou on verra en fonction des différentes étapes? Peut-être qu'il y aura des... Ton micro est éteint. Ton micro est éteint, Manuel. Ton micro est toujours éteint. Je ne t'entends pas, Manuel, parce que ton micro est éteint. Ah oui, pardon. Non, je disais, oui, oui, on peut tout à fait. Habituellement, Ok. euh, on fait le temps de présentation, puis le temps de discussion, mais on peut tout à fait innover et envisager de faire une alternance. Et comme ça, effectivement, c'est dynamique. Donc, on peut faire. D'accord. Bien Bon, sûr. on verra bien, on prendra peut-être quelques points de clarification entre-temps, donc pour avancer progressivement, pour éviter d'avoir trop de temps de frontal en une fois. Mais donc au niveau de ces différents temps de réflexion, ben, le premier moment sera peut-être de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de réussite et quels sont les enjeux de réussite d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue éducatif derrière cette question, pour peut-être revenir aussi sur la question de qu'est-ce qu'on peut mettre derrière le terme de réussite pour, dans un deuxième temps, aller vers une logique du processus de réussite en se positionnant sur, assez rapidement sur les aspects relatifs à l'étudiant, mais les aspects aussi relatifs aux différents contextes de l'enseignement supérieur. Ce qui nous permettra d'arriver sur l'élément principal de la présentation, en fait, hein, de se dire ici, mais alors, par rapport à ce contexte, quel est le rôle des enseignants et des pratiques enseignantes aujourd'hui? En essayant d'avoir une vision ancrée dans la recherche, mais avec une vision aussi plus pragmatique sur les différentes façons de pouvoir soutenir la réussite des étudiants et des étudiantes, mais aussi sur les différents moments qui pourraient être importants pour soutenir cette réussite en tant qu'enseignant. On terminera alors sur une conclusion où on pourra réouvrir plus largement la discussion et peut-être où je pourrais aussi résumer en fait les éléments centraux de la présentation, ce qui vous permettra de garder certains take-home messages pour, pour repartir chez vous, quoi. Donc, j'espère que ce processus vous ira. Et on va peut-être commencer directement avec les enjeux de réussite. Et je vais être assez bref parce que je pense que vous êtes initié à ces questions. Mais on va peut-être revenir un petit peu sur la logique fondamentale qui y a là derrière. Pourquoi est-ce qu'on parle à ce point de réussite? Ben, parce qu'en Europe, on a vraiment une ambition élevée ces dernières années qui est de vraiment pouvoir arriver vers une participation et une réussite massive dans l'enseignement supérieur. Et d'ailleurs, cette réussite massive, vous avez différents chiffres ici, mais ce qu'on peut retenir en général, c'est que on peut s'ancrer dans cette politique Horizon 2030, qui est une expansion continue de l'accès vers l'enseignement supérieur, mais pas uniquement, pas uniquement d'un accès qui soit quantitatif, mais aussi un accès qualitatif, avec une diversité des étudiantes qui se veut grandissante, et l'atteinte d'une diplomation assez importante de l'enseignement supérieur, donc 50% des diplômés de l'enseignement supérieur dans les tranches d'âge 30-34 ans, donc c'est quand même important, et que cette réussite, donc pas juste l'accès, mais que cette réussite soit aussi plus démocratisée, donc une réussite euh, moins sensible je dirais, aux différences de profil et différences de bagages sociaux, économiques. Donc, Gale et Parker traduisaient déjà ça en 2017 comme étant l'objectif de faire réussir plus d'étudiants et d'étudiantes avec des profils de plus en plus variés. Donc, c'est cette ambition politique qui y a derrière cet enjeu de réussite actuellement, même s'il y a eu beaucoup d'autres enjeux politiques sur la réussite avant.
Ce qu'on peut dire par rapport à ces enjeux, ben, c'est qu'aujourd'hui, c'est une vraie problématique dans la logique où on est vraiment dans une tension entre l'offre et la demande. Donc, ça veut dire que on est dans une demande qui est démultipliée, comme je viens de vous l'expliquer. Il y a de plus en plus d'étudiants qui sont amenés à accéder à l'enseignement supérieur, avec une hétérogénéité qui grandit et qui est sans cesse croissante. Mais on reste en même temps sur une pression assez importante sur l'offre, avec une vraie volonté et des attentes sociétales fortes envers l'enseignement supérieur sur son accès, sur son coût aux études, mais aussi sur la qualité de la formation et la qualité des services. Donc on a beaucoup d'attentes, et même des attentes grandissantes envers l'enseignement supérieur, avec un public qui est de plus en plus large et de plus en plus diversifié. Ce qui peut poser certaines tensions par rapport à ça. Et aujourd'hui, quand on dit qu'on se questionne sur ces questions de réussite, c'est parce que on peut juger que les performances sont insatisfaisantes par rapport à ces objectifs, à savoir des taux de réussite et de diplomation qui sont encore considérés comme trop faibles, et des objectifs en termes de formation plus massive de la population et de répartition égalitaire des chances de réussite qui sont encore trop peu atteints selon la littérature scientifique dans le domaine. Et donc, quand on parle de taux de réussite et de diplomation qui sont considérés comme faibles, ben, par exemple, si on prend le cas de la Belgique francophone, on est dans un taux d'échec qui est aux alentours de 63% en première année. Donc ça veut dire que sur les étudiants que je vous présente ici, ben, seuls ceux qui sont en vert auraient une réussite en fin d'année. Et dans les étudiants en échec, il y en aurait 22% au total qui échoueraient et puis qui abandonneraient totalement, donc qui quitteraient totalement l'enseignement supérieur. Donc on est dans des situations encore difficiles et qui restent relativement stables en Belgique francophone, euh, en gardant quand même en tête qu'en Belgique francophone, on est dans un contexte où il n'y a pas vraiment de sélection à l'entrée, très très peu. Donc c'est-à-dire qu'on est dans une logique d'ouverture d'accès très fort, et donc cette ouverture d'accès peut aussi expliquer ce taux d'échec assez important. Notons cependant que les constats sont encore assez proches en France avec ces taux d'échec pour certains auteurs qui tendraient à remonter qu'on est plus ou moins sur des taux équivalents. En tout cas, c'est il y a quelques années. Et donc, par rapport à ces enjeux de réussite, ben, on peut revenir sur le fait que ça va être important, évidemment, pour des enjeux politiques, mais ça a aussi des enjeux économiques et des enjeux psychologiques et sociaux. Au niveau des enjeux économiques, ben, par exemple, en Belgique francophone, vu que c'est mon cadre de référence, on a un financement assez important des étudiants qui rentrent dans l'enseignement supérieur. Ce qui veut dire que chaque année, on peut estimer qu'on est quasiment à 180 millions d'euros qui sont investis dans des étudiants qui vont finir en échec ou finir en abandon. Ce qui veut dire qu'on est vraiment sur euh, un montant très important en termes de coûts financiers pour la société. Évidemment, ici, je ne l'ai pas précisé, mais il y a évidemment un coût financier important pour la famille et pour le jeune qui rentre dans l'enseignement supérieur et qui doit pouvoir financer ses études. Au-delà de ça, on a évidemment des conséquences psychologiques et donc un coût social en général. Des étudiants qui vivent cette année d'échec ou d'abandon avec des pertes de confiance en soi, des malades psychologiques et on a beaucoup de témoignages d'étudiants qui ont des vraies difficultés par rapport à ces questions. Donc, c'est important de garder en tête que c'est vraiment une approche, enfin, et une problématique multifactorielle avec des difficultés sur différents ordres et des difficultés de différentes natures, donc différentes raisons de pouvoir se positionner par rapport à cette question de réussite. Mais c'est important de préciser aussi que malgré les nouveaux impératifs, cette tension entre une demande de plus en plus forte et une offre qui reste, qui est challengée toujours au quotidien, on reste sur des moyens limités. Donc ça veut dire que en Belgique, ben, le budget alloué pour l'enseignement a très peu évolué, n'a quasiment pas évolué ces dernières années, est resté le même, et alors même qu'il y a une augmentation de 35% des étudiants en 20 ans. Ce qui veut dire qu'on se situe aujourd'hui sur une diminution des dépenses qu'on peut faire par étudiant qui approche les 20% dans l'enseignement universitaire belge. Donc ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de potentiellement faire plus avec moins ou de faire aussi bien avec aussi peu d'une certaine manière. Ce qui est un vrai paradoxe au regard des différentes conséquences et différents impératifs. Mais ici, je ne vais pas revenir sur toute cette question. On peut revenir et reposer le cadre de cette raison du budget et d'augmenter potentiellement le budget. Euh,
l'idée, c'est pas de venir ici avec ça, c'est peut-être aussi de se dire, bah, avec cet état de fait, prenant en considération cet état de fait, comment est-ce qu'il serait potentiellement intéressant d'avancer pour maximiser l'efficience de l'accompagnement à la réussite. Et c'est dans cette logique de renforcer l'efficacité de ce qui est déjà mis en place et de l'efficience de notre accompagnement à la réussite que je vais réfléchir et que je vais penser la suite de cette présentation. D'accord? Avec les moyens actuels. Et donc, une des façons de pouvoir repenser ça, ce serait potentiellement déjà d'avoir une vision plus claire de ce qu'on met derrière le terme de réussite. Parce que comme le disait déjà Romainville et Michaud il y a 12 ans maintenant, en 2012, ben, la notion d'échec et de réussite, c'est davantage des termes à usage pratique ou à usage politique que des vrais construits scientifiquement, enfin scientifiques élaborés et distingués et déterminés de manière rigoureuse. Ce qui pose pas mal de problèmes, c'est qu'en fait, la définition même de la réussite, quand on parle de réussite, on a une définition qui peut être très implicite. Donc, on va beaucoup parler de réussite, mais jamais vraiment expliciter ce qu'on met derrière ce terme. Et le problème qu'on peut avoir avec ça, c'est qu'on va aussi avoir une définition qui est très diverse entre les individus. Donc, la façon implicite dont moi je peux concevoir la réussite pourrait être très différente de la façon dont Manuel va penser sa réussite, par exemple. Et donc, on risque de partir sur un même terme qui renvoie à des concepts qui sont fort différents. Euh, et un problème avec cette réussite, c'est qu'elle est souvent mesurée à l'échelle d'un système, par un passage d'une année à l'autre ou l'obtention d'un diplôme, donc des indicateurs très très globaux, alors même qu'il y a des grandes variations en fonction des contextes, mais qui peut donner aussi cette impression, si on la mesure comme ça, que les actions qui sont mises en place ou enfin, les changements au niveau plus micro, personnel ou individuel, serait vraiment incapable de pouvoir agir efficacement sur cette logique de réussite en tant que taux de réussite et de taux de diplomation. Et donc, on est vraiment sur une logique, enfin, sur un problème aujourd'hui d'un manque d'explicitation de cette notion, de mesures des fois beaucoup trop larges qui va poser des problèmes dans une vraie mesure d'efficacité de ce qu'on met en place, alors que, comme je le disais, ben, il y a différents standards de réussite qui peuvent enfin, exister, et différents moments par rapport à cette réussite qui ne sont pas systématiquement en fin d'année ou en fin de cycle. Et il y a aussi des variations très importantes au-delà de ce taux général de réussite qui peuvent être intéressantes à mettre en avant. Et c'est pourquoi je vous propose ici prendre 5 minutes pour rentrer un peu plus dans cette logique de réussite. Et peut-être déjà que vous puissiez prendre, on va pas prendre 1 minute, mais peut-être prendre 10 secondes maintenant pour vous dire, mais selon vous, comment est-ce que enfin, vous pourriez définir cette notion de réussite? Qu'est-ce que vous mettez derrière la question de réussite? Donc, je vous laisse 10 secondes maintenant pour un petit peu réfléchir à ça et à essayer de enfin, vous mettre en tête votre propre définition de la réussite. Manuel, tu as plus ou moins en tête ta définition de la réussite là maintenant? Oui, ça va? Merci. Ok. Mais donc, on va garder cette notion, garder-la en tête, et on va peut-être un peu avancer sur ces questions. Donc, la réussite, on pourrait d'abord la considérer comme une réussite dite administrative ou une réussite dite académique, comme certains travaux de Roland et ses collègues l'avaient proposé, en proposant que la réussite, ce serait la satisfaction d'un étudiant aux critères minimaux de maîtrise des compétences liées à son cursus. Donc, le fait d'arriver à atteindre enfin, le critère minimal de maîtrise que pour pouvoir passer à l'année suivante, que pour pouvoir obtenir son diplôme généralement. Le problème avec cette définition, ben, l'avantage de cette définition, c'est qu'elle est assez claire, assez précise, et donc on voit ce qu'il y a derrière et on voit comment on pourrait opérationnaliser les choses. La difficulté avec ça, c'est qu'elle occulte tout l'aspect qualitatif de la réussite étudiante qui est déjà mis en avant largement dans la littérature, comme le fait de développer un ensemble de compétences qui ne ressort pas derrière ce critère minimal de maîtrise, on n'est pas sur un niveau de performance, mais aussi toute cette question plutôt d'épanouissement personnel et vocationnel qui revient beaucoup dans une logique de réussite, d'atteindre les missions de l'enseignement supérieur.
De plus, elle ne tient pas vraiment compte de ce que Payvandi appelle la réussite subjective, qui est à savoir la réussite selon le point de vue de l'étudiant, selon son parcours et sa temporalité. Qu'est-ce que lui s'est fixé comme objectif de réussite au départ et comment est-ce que lui a permis d'atteindre ces objectifs de réussite? Parce qu'une réussite académique ou un échec académique n'est pas synonyme d'une réussite ou d'un échec selon les objectifs et selon la perspective que l'étudiant s'est mis. Et donc, ça peut être intéressant de pouvoir croiser ces différents regards pour pouvoir avoir une vision peut-être plus nuancée et peut-être plus diversifiée de la réussite. Et donc, dans cette logique, on a avancé avec certains collègues français et non français, juste français, sur une vision, enfin sur une proposition d'une vision tridimensionnelle de la réussite, qui permettrait d'avoir cette réussite d'un point de vue académique, mais qui permettrait aussi de considérer deux autres formes de réussite. Une réussite éducative, qui serait une réussite qui se concentre aussi sur toute la question de la mission de l'enseignement supérieur comme développement de connaissances et de compétences transversale dans un programme. Donc, c'est pas juste valider un critère minimal de maîtrise, mais vraiment voir l'entièreté des performances, des connaissances et des compétences qui sont développées. Et puis aussi la question de la réussite étudiante qui irait beaucoup plus dans une logique d'atteinte par l'étudiant de ses objectifs personnels selon sa temporalité, son contexte. Une certaine forme de stabilisation dans l'enseignement supérieur qui ne serait pas automatiquement associée à une réussite académique, voire une réussite éducative. Ces trois dimensions sont évidemment liées, mais seront potentiellement différentes par nature. Et j'aimerais bien prendre 2 minutes un petit peu pour développer cette question de réussite étudiante qui permet, elle, de pouvoir aller peut-être plus en détail. En fait, cette réussite étudiante, on peut la rattacher évidemment à la question de réussite subjective de Said Pevandi, mais on peut aussi la rattacher à des travaux de certains auteurs américains, tels que Laurie Schreiner, qui nous parlent de student thriving et donc d'accomplissement étudiant. Et ce qu'elle nous dit, en fait, c'est que avoir cette perspective étendue de la réussite qui ne se concentre pas uniquement sur des questions de développement de compétences ou de validation de crédit ou de diplomation, ça permet d'avoir une approche beaucoup plus large avec un potentiel énorme pour les institutions pour pouvoir développer des dispositifs qui vont qui vont pouvoir agir sur un large nombre d'étudiants et leur permettre de réussir de différentes façons et surtout d'obtenir entre guillemets, des mesures fines et précises sur l'efficacité de ces dispositifs qui seraient très difficiles à mettre en place sur une réussite académique ou une réussite dite éducative. Et donc, dans cet aspect, enfin, dans cette volonté, dans ce courant de recherche, on a essayé de développer 5 facettes de la réussite étudiante, la réussite personnelle, volitionnelle, vocationnelle, sociale et psycho-affective, qu'on a représentées ici au travers de ce schéma, où on pourrait vraiment avoir ces différents aspects. Donc, les aspects volitionnels, c'est vraiment toute la capacité à l'étudiant de s'engager et de rester engagé dans ses études. La vocationnelle, c'est vraiment toute cette capacité à pouvoir, au-delà de la réussite académique, se préparer pour une prochaine transition professionnelle et vraiment développer ses aspirations professionnelles et professionnelles futures. La réussite psychoéducative serait vraiment le développement d'un vrai épanouissement dans l'enseignement supérieur. La réussite sociale serait cette capacité à trouver sa place, sa juste place dans l'enseignement supérieur en termes d'intégration sociale, mais aussi d'intégration académique. Et finalement, la réussite étudiante sur son aspect personnel serait vraiment la capacité du jeune à pouvoir mettre en concordance ses objectifs personnels avec ceux qu'il trouve dans l'enseignement supérieur et pouvoir atteindre ses objectifs et ce qu'il voulait réaliser quand il arrive dans l'enseignement supérieur. Et au travers de ces différents éléments-là, en fait, ce que ça permettrait de proposer, c'est des objectifs clairs et justifiables, des actions de terrain, parce qu'on a beaucoup d'actions d'accompagnement à la réussite qui visent beaucoup plus ces aspects de réussite étudiante et Oui, beaucoup oui, plus de tu réussite prends des images et ça. académique. Ça permettrait également de faire un diagnostic précis assez rapidement des actions qui sont mises en place, mais aussi des besoins des étudiants sur ces différents points. Et puis, ça permettrait de procurer, on a fait le travail ici, de procurer des indicateurs beaucoup plus sensibles à une action plus micro et plus individualisée. Donc, c'est une logique, enfin, c'est pas une, ici, je ne dis pas que c'est la bonne façon d'approcher les choses, mais ce que je dis, c'est que ça pourrait être une façon de proposer quelque chose, enfin, une vision plus développée, plus précise de ces notions de réussite.
Euh, J'arrive à la fin de mon premier point. Je pense qu'on peut prendre peut-être une ou deux questions si vous en avez. Au niveau du chat, je vois la question, est-ce qu'on aura accès aux diapositives? Je pense, Manuel, que oui. Ouais, si tu Tiens. l'acceptes, tu peux me les transmettre et on les mettra sur le site de l'ETP. Ouais, ok. On pourra y Est-ce que accéder. vous avez des questions ou des réactions par rapport à ce qui est déjà dit ici? Je vous laisse un petit temps. Sinon, je peux continuer. J'avais me permet une première question ou réaction. Merci beaucoup. Je trouve ça extrêmement riche et de réunir toutes ces facettes. Mhm. Peut-être en amont euh, de la réussite et du taux de réussite aux examens dont tu as rapporté les chiffres Ouais, au début. Et tu as mentionné Païvendi, Saïd Païvendi. ouais, Aussi, dans certains de ses derniers écrits, il soulignait que, il y avait voilà, une focalisation très forte sur cette question de réussir les examens dès la première année ouais. et que, en fait, derrière, alors toi, tu as parlé quand même de 22% d'échecs et d'abandon un peu Ouais, d'abord. compétitifs, mais sinon, voilà, il reste 40% si on soustrait là, les 63%, Ouais, 43% d'étudiants qui se réorientent. ouais, Et cette Pavendi soulignait l'importance de laisser aussi le temps aux étudiants de trouver leur voie, de s'orienter en première année et qu'ils aient la possibilité voilà, de ne pas réussir d'emblée dans le premier cursus qu'ils avaient sélectionné. ouais. Du coup, ouais, Bon, c'est plutôt, c'est un commentaire, mais ouais, c'est plutôt un commentaire, mais c'est peut-être oui, ça rejoint une de tes dimensions qui est la dimension personnelle exactement. d'atteindre l'objectif Oui, oui, tout à de fait. l'étudiant, de son projet à lui. Enfin, cette notion de temporalité propre à l'étudiant et que pour certains étudiants, le fait de pouvoir avoir ce temps plus long et de pouvoir faire une réussite sur 2 ans d'un point de vue académique, euh, ouais, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup en Belgique, évidemment, avec notre système très ouvert, qui est assez proche de celui en France. Et c'est potentiellement cette possibilité d'avoir un temps plus long qui leur est offert qui permet aussi d'avoir cette plus grande démocratisation au niveau de la réussite dans l'enseignement supérieur. Parce que c'est le temps qui leur est nécessaire pour pouvoir, entre guillemets, rattraper le niveau de certains et pouvoir se former sur ces différents aspects et d'aligner, entre guillemets, leur réussite étudiante d'un point de vue personnel avec les différentes autres dimensions de la réussite étudiante qui permettent justement après d'atteindre une réussite éducative et une réussite académique importante. Donc oui, moi enfin, l'élément que je mettais en avant par rapport à ce qui est présenté ici, c'est que cette logique de réussite permet d'avoir beaucoup moins de frustration pour les équipes aussi, hein, parce que quand on voit les argumentaires de réussite, enfin d'accompagnement à la réussite pour renforcer le taux général de réussite des étudiants, ça peut être très compliqué de pouvoir justifier qu'on va mettre en place des activités de soutien à l'engagement, des activités de soutien émotionnel, qui, in fine, ne pourront pas avoir cet effet direct sur ce taux de réussite. Et donc, on peut se dire, mais finalement, est-ce que ce que je fais sert à quelque chose, oui ou non? Ici, il y aurait potentiellement des mesures palpables pour le mesurer d'une certaine manière. Mm. Ouais. Est-ce- Merci. Est-ce qu'il y a Ouais. d'autres Peut-être une autre questions? question et puis on continue? Ouais. N'hésitez pas. Excusez-moi, je voulais Vas-y, juste... Jacqueline. Oui, Jacqueline Papé, je suis allée au TP avec Manuel, Dominique, et on a travaillé sur la réussite des étudiants et c'est vrai que la question de la définition du mot réussite nous a aussi titillé Mhm. et elle est moins complète, évidemment, que celle que vous proposez. Et on voit bien derrière dans les propositions que vous faites les retombées en termes d'accompagnement qu'on pourrait dessiner à l'université. Ouais. Nous, de notre point de vue, on était parti de l'idée que la réussite, c'était à la fois effectivement cette réussite académique avec les notes, la diplomation, etc. Mais c'était aussi ça renvoyait une autre mission de l'université, à savoir celle de rendre l'étudiant autonome et citoyen dans sa vie de tous les jours. Mhm. Après. Donc, en partant de cette idée d'autonomie, de citoyenneté, etc.,
on a rebouclé sur des composantes comme la motivation, l'approche de l'apprentissage et les croyances épistémiques pour et toute ces trois dimensions agglutinées pouvaient leur permettre d'avoir un sens critique, de se positionner par rapport à des actions futures aussi. Pas Ouais, simplement l'idée d'avoir ce diplôme, mais aussi de les positionner pour de les rendre opérationnels pour la vie de demain, dans ouais. la vie de demain. Et c'est vrai que la difficulté, quand on aborde ça sous cet angle-là, c'est d'imaginer des soutiens potentiels après d'accompagnement, etc. Qu'est-ce que, vous qui avez quand même bien étudié la question, qu'est-ce que ça évoque chez vous, ce que je viens de dire, mais qu'on partage avec Manuel et Dominique? Oui, peut-être les différents éléments que vous présentez ici, c'est exactement une des raisons pour lesquelles on a développé tout ce cadre de réussite éducative qui n'est pas de la réussite académique ni de la réussite étudiante, mais qui est vraiment cette logique de pouvoir aussi coller, je dirais, aux missions plus globales de l'université, qui est le développement d'un citoyen réflexif et le développement d'un citoyen autonome. En termes d'accompagnement précis par rapport à ces différents éléments, enfin ces différents éléments, c'est compliqué en fait, et peut-être qu'on va y revenir après, mais c'est peut-être compliqué ici d'imaginer proposer des accompagnements qui soient complètement, je dirais, décontextualisés du reste du programme. Je pense que ce travail de développement d'un citoyen, enfin d'étudiant qui soit critique, qui soit réflexif et qui soit autonome, se fera inévitablement au travers des activités d'enseignement et au travers des cours. Et je pense que mais c'est quelque chose, on va peut-être anticiper sur la suite, mais quelque chose qui peut être développé en partenariat avec les enseignants, mais Mhm. sous un, je dirais dans un profil, je dirais dans une perspective plus long terme, enfin pas juste sur un cours, mais peut-être sur un programme de cours qui permettrait d'avoir cette compétence qui avance de manière transversale dans le programme et qui permettent, entre guillemets, d'associer, comme je le disais au tout départ, avant que je commence la présentation, mais d'associer les objectifs de réussite au sens large avec ces objectifs pédagogiques de maîtrise très précise de certaines matières ou de certaines compétences très disciplinaires, entre guillemets. Enfin, très relatifs à une discipline. Et donc, ça peut être intéressant, mais alors, ça nécessite en amont un vrai changement de mentalité sur qui est responsable de quoi et qu'est-ce qu'on met derrière derrière ces vrais objectifs, l'objectif de l'enseignant et puis les objectifs des potentiels accompagnateurs ou accompagnatrices de la réussite. Il y aura un vrai travail de concert, un vrai travail de collaboration qui serait nécessaire là derrière. Ouais. D'accord. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. C'est une, mais il y a potentiellement d'autres réponses, hein, mais c'est une réponse qui me vient Non, spontanément. mais ça soulève d'autres questions, mais C'est d'autres je questions. vous en C'est le principe d'un remercie déjà. chercheur. Un chercheur amène une réponse qui soulèvera plus de questions. Donc, C'est génial, oui. Merci. je vois une main levée, donc potentiellement une dernière, et puis on continue parce qu'il y a. Non, c'était juste une réaction par rapport à ce que vous avez dit. Merci beaucoup pour votre Ouais. présentation. Et moi, je faisais des liens. C'est vrai que c'est Sylvie Canin, je fais l'université Paul Valéry et travaille sur l'inclusion, les pédagogies, on va dire, les plus inclusives possibles. Et c'est vrai que nous, du coup, dans le champ du handicap, l'axe 2, donc éducation, et l'axe, on va dire, étudiant par rapport à la subjectivité et tout ça, c'est vrai que là, on fait un gros, gros travail. Par exemple, l'accompagnement, Ouais, bien c'est sûr. pas uniquement de l'enseignant, mais il y a aussi des accompagnateurs, on va dire, du service handi-études ou des AP, des assistants pédagogiques. Donc là, c'est vraiment une communauté éducative là, qui prend en charge et qui accompagne vers un plus d'autonomie ou de citoyenneté, etc., etc. Et aussi pour la réussite académique, quoi, hein. Sans ça, la plupart sont en échec. Donc, Oui, je suis c'est tout à fait d'accord, hein. L'idée ici, c'est que donc je ne remets pas la responsabilité sur l'enseignant uniquement ou spécifiquement. Le point que je voulais soulever, c'est potentiellement l'intérêt de pouvoir développer et d'étendre cette communauté et d'éviter, enfin, de réduire encore cette frontière parce que on se retrouve quand même encore beaucoup aujourd'hui, enfin, en tout cas en contexte belge, avec une frontière qui est, ben, si ça concerne ma matière précisément, ben, c'est l'enseignant qui va travailler dessus. Si ça concerne tout autre domaine plus général par rapport à l'étudiant, c'est un autre service. Et l'idée ici, c'est qu'à mon avis, on a, je dirais, un grand manque à gagner de travailler comme ça, dans la mesure où certains autres services, surtout les services d'accompagnement à la réussite, ont des fois beaucoup de difficultés à pouvoir avoir les étudiants à temps dans leur dispositif.
et potentiellement pas toujours ceux qui sont présents, et donc une difficulté à pouvoir valoriser leur approche, et potentiellement l'enseignant dans sa manière de travailler pour bénéficier énormément de cette collaboration avec d'autres services. Donc je pense que ça peut être une situation win-win assez intéressante ici. Oui. Oui. Voilà. Manuel, je voyais qu'il y a encore Anna Barry qui levait la main, mais je ne sais pas, soit on prend la... Ah, ok. Je ne sais pas si la main est restée levée. Non, elle s'est refermée. Bon, C'est Anne Barry, je crois. ah oui, Anna Barry. pas de problème, si c'est une fausse langue. Bah, sinon, bah, on aura un temps aussi plus large là, de discussion tout à la fin, peut-être. Bon. Bah, sauf si j'utilise tout mon temps de discussion pour la présentation, hein. Oui, oui. Non, non, mais donc, ici, je vais revenir, parce que je pense que c'est important avant de pouvoir rentrer sur les questions de pratique enseignante et du rôle des pratiques enseignantes, de pouvoir aussi revenir sur cette question du processus de réussite en général, pour pouvoir se positionner plus généralement. Donc, c'est vers ce deuxième point que je vais vous guider maintenant. L'idée, c'est que je vais prendre une approche qui est fort axée sur certains de mes travaux. C'est pas une approche unique, donc il y a d'autres manières de travailler, mais je peux pas vous faire une approche exhaustive de toute la littérature ici, donc j'ai pris cette perspective-là, qui est un petit peu auto-centrée, j'avoue, mais j'espère que vous n'aurez pas de problème avec ça. Et donc, la question du processus de transition vers l'enseignement supérieur, et donc comment est-ce qu'on pense le processus de réussite? Ben, c'est important quand on réfléchit à ce processus de réussite de savoir que, ben, surtout en première année, on est sur un processus avec quand même des phases spécifiques et donc un travail qui fonctionne pas exactement de la même façon à tous les moments de l'année. Et c'est donc ça, on va revenir par rapport à ces différents points. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être de se dire ici, mais alors l'étudiant par rapport à ce processus de réussite, qu'est-ce qu'il peut faire? Et selon la littérature, ben, quel est son pourcentage généralement d'action, son pouvoir d'action par rapport à ces différents moments et ce processus en général? Et ce que nous dit la littérature, ben, c'est que finalement, il y aurait un moment précis pour l'étudiant qui va quand même déjà pas mal déterminer ce qui va se passer, surtout dans des systèmes belges ou des systèmes français qui restent encore assez ouverts. C'est ce moment de préparation, donc cette première phase de préparation que vous avez ici à droite, qui pourrait, selon certains auteurs, déterminer jusqu'à un quart des potentialités de réussite de l'étudiant. Donc la façon dont l'étudiant a réussi à se préparer pour entrer dans l'enseignement supérieur pourrait déterminer jusqu'à un quart de sa réussite au total. Euh, Ce qui est là derrière, c'est qu'il y a donc certains auteurs qui ont tendance à dire, bah, sans gestion de cette préparation, l'accompagnement à la réussite de l'enseignement supérieur pourrait n'être qu'un patch, une rustine, c'est assez critiquable, hein, mais ne pourrait pas être suffisant que pour pouvoir avoir une vraie action forte sur cette réussite dans l'enseignement supérieur. Et dans cette préparation, bah, il y a trois aspects qui ressortent des théories de la transition, qui seraient le développement d'attentes claires et réalistes, le développement d'une motivation positive et forte, et aussi le développement de cet état de préparation disciplinaire et cognitif qui soit suffisant. Donc, je vais peut-être revenir sur ces aspects enfin, un peu théoriques en disant bah, ce que nous dit la littérature par rapport à ça. Et donc, par rapport à l'état de préparation suffisant, ben, il y a pas mal de littérature qui rapproche ça de la question de préparation, je dirais, en termes de préparation je dirais, disciplinaire, donc dans les matières, en termes de prérequis disciplinaires, mais aussi de préparation plutôt à la méthode et aux méthodes de travail et aux manières de travailler. Au niveau de la préparation disciplinaire, donc tout ce qui est la capacité à vraiment avoir un parcours scolaire fort avant de rentrer dans l'enseignement supérieur, il y a plusieurs recherches et des méta-analyses qui ont tendance à montrer que ce serait un des déterminants les plus forts de la réussite. Donc ici, il y aurait quelque chose d'assez important qui se passe ici. Et si ça vous intéresse, je vous ai mis une référence ici en bas, il y a certains outils en ligne gratuits qui permettent à l'étudiant de se positionner par rapport à ce niveau de compétence et ce niveau de connaissance qui est attendu dans l'enseignement supérieur. La deuxième chose, c'est la motivation positive et claire et positive. Ce que nous montre la littérature, c'est que les facteurs motivationnels n'ont pas directement un effet sur la réussite dite
académique, parce que j'ai beaucoup parlé de réussite académique ici, mais plutôt un effet protecteur contre l'abandon. Donc, il y a pas mal de littérature qui ont tendance à montrer ça, à l'exception d'un élément sur lequel on va revenir après, qui est le sentiment d'efficacité personnelle, donc la croyance dans ses capacités à réussir, qui, lui, a un effet particulièrement plus important. Et finalement, au niveau des développements d'attentes claires et réalistes, donc qu'est-ce que peut faire l'étudiant avant d'arriver dans l'enseignement supérieur? Mais il y a aussi cet aspect de développer des attentes claires et réalistes. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont menés en Belgique néerlandophone, alors dans ce cas-ci, sur les questions de développement du choix d'études et qui montrent en fait que c'est pas juste développer une certaine motivation sur la raison pour laquelle on rentre dans un enseignement qui va être important, mais c'est aussi vraiment cette question de développement d'attentes claires et réalistes. Donc vraiment être très au clair sur qu'est-ce que ça veut dire concrètement au quotidien que de rentrer dans telle ou telle université ou tel et tel programme d'études. Et donc cette capacité à pouvoir se concentrer par rapport à ces différents éléments-là permet à l'étudiant d'éviter ce qu'on appelle le choc de la transition qu'il pourrait vivre à l'entrée et qui pourrait poser beaucoup de problèmes d'un point de vue motivationnel et d'un point de vue d'engagement dès le départ. En Belgique, on est en train de travailler sur un outil en ligne et gratuit qui permettrait justement aux jeunes de pouvoir se positionner par rapport à ces trois aspects, donc les intérêts vocationnels, donc toute cette question de développement des attentes claires et réalistes, les motivations à rentrer dans l'enseignement supérieur et aussi les compétences. Donc on est en train de travailler là-dessus, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller un petit peu voir ce qu'il en est. Euh, et donc je vous ai dit, hein, je ne vais pas parler beaucoup sur ces questions de pouvoir d'action de l'étudiant parce qu'on est là pour parler des enseignants aujourd'hui. Mais au-delà du pouvoir d'action de l'étudiant avant l'entrée, ben, ce que nous dit la recherche, c'est qu'il y aurait aussi potentiellement 25% du pouvoir d'action sur la réussite dite académique euh, qui serait déterminé par ce que fait l'étudiant pendant l'année. Encore heureux. Donc il y a un vrai pouvoir d'action de l'étudiant pour ce qui se passe pendant l'année. Et derrière ces éléments-là, qu'est-ce qui ressort de la littérature en général? Ben, de nouveau, le maintien, cette confiance dans ses capacités. Mais au-delà de ça, on a vraiment toute cette logique d'engagement, qui soit comportemental, cognitif, mais aussi l'engagement émotionnel, donc cette capacité à pouvoir réguler ses émotions, gérer la pression par rapport aux études. Et il y a beaucoup de recherches qui montrent aussi cette importance de la persévérance. Donc, c'est pas juste l'engagement, mais c'est le maintien de cet engagement malgré les obstacles. Donc, ces éléments-là ressortent comme étant les éléments principaux pour favoriser cette réussite dite académique euh, dans la littérature. Un point qui est important et que je voulais signer ici, même si on ne va pas en parler enfin, de manière très large, c'est important de savoir que, évidemment, tout ce que je vous dis ici va dépendre des profils des étudiants. Donc, c'est des aspects généraux, mais tout ça doit se comprendre selon les spécificités des profils des étudiants. Et là, je vous ai mis trois papiers que j'ai déjà publiés là-dessus qui permet vraiment de revenir sur cette logique qu'en fait, il existe une diversité d'étudiants et cette diversité d'étudiants a des besoins, cette diversité a des besoins un peu spécifiques. Donc, ça veut dire que agir sur tous ces facteurs de manière indifférenciée ne marche pas si bien. Ça peut être plus intéressant de pouvoir justement s'adapter aux différents profils d'étudiants. Mais comme j'ai dit, aujourd'hui, on ne va pas trop parler de ça, on va plutôt parler des pratiques enseignantes. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller lire ça plus en détail. Je reviens quand même sur la question du sentiment d'efficacité personnelle parce que dans la littérature, ça revient quand même comme l'aspect psychosocial qui a le plus d'impact sur le processus de réussite. Donc, c'est je dirais, la variable qui va fonctionner qui va avoir le plus de pouvoir prédictif de la réussite après les questions de performance passée et de passé scolaire. Donc, ça a, ça a cet effet si fort parce que ça a un effet directement sur l'engagement, sur la persévérance, ça a un effet sur la motivation, sur le maintien de cette motivation et sur le fait de lancer toute une dynamique positive. Donc, ça peut être important de se dire que ça peut être un élément central sur lequel travailler parce qu'il y a vraiment vraiment beaucoup de littérature qui permet de montrer que on a un effet très positif de ce sentiment d'efficacité personnelle sur la réussite du jeune. Donc, le jeune, dans sa confiance dans ses capacités à réussir, va pouvoir largement agir sur ce qu'il va mettre en place et sur sa réussite.
faut garder en tête quand même qu'il y a certaines littératures qui ont tendance à dire que dans les premières années, il faut faire attention au réalisme de ce sentiment d'efficacité personnelle. Donc ici, on est plutôt sur l'idée d'éviter le piège, évidemment, de l'angoisse paralysante qui va permettre, enfin, qui va, enfin, avoir tendance euh, à se désengager ou à potentiellement fuir certaines situations confrontantes, mais aussi d'éviter le piège de la confiance imprudente. Et donc, l'objectif, et ce que je vous dis ici, c'est pas de maximiser le sentiment d'efficacité personnelle quoi qu'il arrive, mais plutôt d'avoir cette logique d'un sentiment d'efficacité personnelle qui serait boosté tout en étant réaliste. Même si la littérature a tendance à dire que légèrement surévaluer est toujours mieux que de se sous-évaluer. Mais largement surévaluer peut avoir autant de conséquences négatives que largement se dévaluer. Donc, gardons ça en tête, c'est un facteur intéressant et c'est un facteur intéressant pour le jeune pour pouvoir agir sur son processus de manière large. Cependant, donc ça, je vous ai présenté certains aspects par rapport à ce que le jeune peut faire et son pouvoir d'action. Cependant, il y a quand même plusieurs littératures qui ont tendance à dire que, ben, de un, la littérature scientifique a tendance à beaucoup se concentrer sur le jeune et son pouvoir d'action et les facteurs individuels qui vont déterminer cette réussite. Mais il y a cette littérature aussi, enfin, présente que c'est pas le seul acteur à prendre en compte. Et d'ailleurs, il y a certains auteurs, tels que Charbonnier, qui ont tendance à dire que si on se concentre uniquement sur le fait de renforcer le pouvoir d'action de l'étudiant, mais on risque d'avoir des difficultés à pouvoir atteindre les objectifs politiques d'horizon 2030. Donc c'est pour ça ici que je voulais vous proposer une autre façon de voir les choses. En fait, c'est de se dire qu'une façon de travailler sur l'accompagnement à la réussite, c'est évidemment de promouvoir la réussite en renforçant le pouvoir d'action de l'étudiant. Et je pense que c'est tout à fait important de pouvoir le faire. Mais ne pas oublier que une façon de promouvoir la réussite aussi, ça pourrait être aussi d'ajuster et de réfléchir au contexte universitaire afin de pouvoir réduire ces obstacles à la transition. Donc je pense qu'il y a enfin, je pense, mais c'est relié à plusieurs autres auteurs, qu'il y a ce double langage et cette double réflexion à avoir, cette double approche. Et sur cette question, on a avancé avec certains auteurs, enfin certains collègues de Suisse, d'Allemagne et des Pays-Bas, sur le fait qu'il y aurait peut-être trois niveaux de réflexion sur cette réussite. On pourrait essayer de réfléchir la réussite au niveau micro, donc en réfléchissant comment on peut renforcer le pouvoir de l'étudiant, d'accord, et tenir compte de son bagage. On peut aussi réfléchir à cette réussite au niveau méso, donc se dire comment est-ce que dans mes cours et dans le programme de cours en général, je mets en place des éléments qui permettent de soutenir la réussite. Et finalement, au niveau macro, donc au niveau institutionnel, en quoi est-ce que mon institution, avec sa politique globale, ses infrastructures, permet ou non d'augmenter ou de réduire ces obstacles à la transition. Et donc ici, on pourrait le penser de trois façons différentes, et donc entrer sur trois aspects de réflexion de la réussite, et éviter de rester centré sur cet aspect individuel. Et dans cette logique, ben, on a certains travaux comme les travaux de Trautwein et Boss qui sont des Allemands, euh, qu'on a repris dans le contexte belge et français, qui nous disent qu'il y a une possibilité de réfléchir sur les obstacles en fait, que fournit l'institution, mais que fournit aussi le programme de cours, pour voir dans quelle mesure on pourrait limiter ces obstacles. Et donc, dans cette logique même de pouvoir réduire les obstacles à la transition. Et Trotwein et Boss nous dit en fait qu'on pourrait faire attention aux obstacles personnels, donc comment est-ce qu'on peut gérer cette logique de réduire les obstacles en termes de pression liée aux études, d'échecs, d'organisation du quotidien, mais les obstacles de contenu aussi, qu'est-ce qui va être difficile en termes d'approche scientifique et enfin, de mise en concordance entre les cours et les attentes personnelles, les objectifs personnels de réfléchir aussi sur les obstacles sociaux, donc en termes de climat relationnel, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avoir un climat relationnel qui soit plus bienveillant et potentiellement renforcer des relations sociales fortes entre les étudiants. Et au niveau des obstacles organisationnels, mais comment est-ce qu'on fait pour réduire les obstacles en termes de compréhension des conditions d'études, des conditions d'examen? Et puis celui-ci n'est pas au bon endroit, mais comment est-ce qu'on fait pour enfin, diminuer les obstacles en termes d'apprentissage des règles formelles liées aux études, etc. Donc, il y a ces différents cadres qui permettraient de réfléchir d'un point de vue institutionnel comment on travaille là-dessus.
Et évidemment, agir sur le contexte, ça peut aussi se faire au niveau de pratiques spontanées d'accompagnement à la réussite. Donc, on peut renforcer évidemment le pouvoir d'action de l'étudiant en mettant en place des choses. Ce que nous montre la littérature, c'est que si on met en place de l'accompagnement dit ponctuel et ciblé, donc sur des lacunes, enfin sur des éléments précis, donc un atelier de gestion du stress ou des ateliers de méthodologie du travail ou propédeutique, ben, la littérature tend à montrer que ça peut avoir des effets mais sur les lacunes spécifiques, mais des effets difficiles sur la réussite académique de ce sens large, et que ça fonctionne particulièrement au début de la transition, mais après, ça a plus de difficultés à avoir ces effets. La deuxième chose qui fonctionne très bien dans la littérature et qui est largement démontrée, c'est l'accompagnement personnalisé, donc le fait de pouvoir avoir un accompagnement qui s'ajuste aux spécificités de l'étudiant. Mais ce qui est présent aussi, c'est qu'avec l'augmentation du nombre d'étudiants, c'est une approche qui est largement coûteuse. Et donc, une des façons de travailler aussi, ça pourrait aussi de réfléchir à comment intégrer cet accompagnement de l'étudiant dans les activités d'enseignement et donc d'avoir cette espèce de communication entre les enseignants et les accompagnateurs ou accompagnatrices de la réussite pour avancer sur ces objectifs de réussite. Bon, je rappelle ici généralement que tout ça, c'est important aussi de pouvoir vérifier, de documenter si ça fonctionne, parce qu'il y a beaucoup de pratiques qui ne sont pas assez documentées et pas assez évaluées et qui potentiellement ne mènent pas bien aux effets escomptés. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au processus. On va peut-être prendre encore ici peut-être 1 ou 2 minutes, peut-être pour un commentaire ou peut-être pour une question, mais sans trop traîner, sinon on va quand même dépasser largement. Donc, ce serait dommage. Je ne sais pas si vous avez une question ou un commentaire par rapport à ces éléments que je vous ai présentés ici. Donc, peut-être juste une question d'explicitation sur le tout dernier point. Tu as parlé d'accompagnement intégré aux activités d'enseignement. Tu peux peut-être juste développer un tout petit peu ou Oui, expliciter. oui. Bah, pour le moment, et c'est quelque chose qui est en train d'être développé pas mal dans la littérature, c'est l'idée de ne pas faire un accompagnement qui viendrait enfin, alourdir l'horaire, se rajouter à un horaire de cours ou se mettre en dehors d'un cours, mais un accompagnement qui serait directement intégré à l'horaire et directement intégré potentiellement dans les cours. C'est quelque chose qui est en analyse pour le moment pas mal dans la littérature et qu'on teste aussi sur le terrain en Belgique francophone. Ce serait de se dire, bah, par exemple, travailler sur le développement de l'autonomie de l'étudiant. On va travailler avec des enseignants pour voir dans quelle mesure, avec leurs cours, on peut travailler à ce développement de l'autonomie. Comme ça, tous les étudiants travaillent sur ce développement de l'autonomie. Ils le font dans le cadre d'un cours, donc en fait, ils se rendent même pas vraiment compte que c'est de l'accompagnement à la réussite. Et les résultats qu'on peut trouver dans, par exemple, bah, l'étude Assess for Success que vous avez ici euh, tend à montrer qu'on a des effets très larges sur les étudiants parce qu'en fait, on les touche tous. On enlève le frein principal à l'utilisation enfin, je dirais d'accompagnement à la réussite, qui est de rajouter encore ça à l'horaire, qui est déjà très compliqué pour des étudiants qui sont en difficulté. Et on n'a pas cette stigmatisation aide à la réussite qu'on peut avoir pour certains dispositifs. Ici, c'est intégré dans un cours, ils y voient directement l'utilité et il y a une espèce de transition, enfin, transition en tout cas, une espèce ouais, de transition assez soft entre les objectifs pédagogiques et les objectifs de réussite. Donc c'est ça que c'est ce que je mets derrière la question d'accompagnement intégré aux activités d'enseignement. C'est accompagnement directement dans les cours ou dans le Merci. programme. Une autre question? Je continue. J'avais une toute petite question. Bonsoir. J'entends quelqu'un très loin derrière. Ah, vous m'entendez? Ah, là, j'entends beaucoup. Oui, Ouais. Ok, super. Voilà, je m'appelle Mounia, je travaille aussi sur ce thème et par rapport à cet accompagnement dans les classes, c'est Mhm. vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je me penche un peu sur le sujet. Mais du coup, est-ce que ce serait quelque chose qu'on intégrerait dans les écoles pour préparer les enseignants? Ou est-ce que ce serait quelque chose qui serait en formation continue et qu'on formerait les enseignants au fur et à mesure et qu'on aille même au-delà, par exemple, de cet exemple d'autonomisation des étudiants, mais plus dans l'accompagnement, par exemple, émotionnel, ce genre de choses, transition secondaire, enseignement supérieur, ce genre de choses? Bah, ma réponse par la pratique de notre côté, c'est que, enfin, en tout cas du côté belge francophone, c'est que
on accompagne, enfin, l'idée, c'est que le rôle, enfin, ce rôle de conceptualisation et d'accompagnement se fait au travers de nos conseillers ou conseillères ou accompagnateurs ou accompagnatrices à la réussite. Ce qui veut dire que ces accompagnateurs, conseillers ou conseillères réfléchissent avec l'enseignant sur la façon dont il peut intégrer ça dans son cours et peuvent venir à certains moments du cours pour justement faire ce moment de soutien et donc participer à ces activités. Donc, on ne laisse pas la totale responsabilité à l'enseignant qui a déjà une charge, surtout dans l'enseignement supérieur et l'enseignement universitaire, une charge de travail très importante et a déjà peu d'énergie à consacrer intensivement au cours. Et donc, on lui amène un espèce de soutien pédagogique relatif à la réussite, mais directement dans les cours. Donc, ce serait pas l'idée, enfin, de notre point de vue, mais enfin, je pense que ça peut être important de le former aussi, mais de dans l'approche qu'on met en place en Belgique francophone, c'est pas l'idée de le former, mais c'est plutôt l'idée de travailler avec lui en collaboration dans son cours pour pouvoir mettre des choses en place. Un peu cette idée-là. Vous voyez l'idée? Oui, hein. Ok, super, merci. De rien, avec plaisir. Ok, je pense que je vais continuer parce que comme ça on garde un petit peu de temps pour la fin quand même. Et comme ça on a suffisamment de temps pour le point 3 qui me semble celui qui est au centre de la présentation. Et donc revenir peut-être sur ces questions des pratiques enseignantes. Euh, Par rapport à ces différents points, ben, je vais vous présenter différentes recherches, encore une fois, qui permettent un peu de mieux réfléchir cette question des pratiques enseignantes et son rôle. Et donc l'idée, c'est qu'en tant que chercheur, je vais revenir aussi sur des aspects de mais qu'est-ce qu'on peut estimer comme facteur d'impact, comme puissance d'impact des enseignants et surtout du programme de cours, enfin, et aussi du programme de cours sur ce processus de réussite? On va ici se focaliser parce qu'il faudra, enfin, il faudra le faire par la suite, mais pour le moment, on va quand même essentiellement se focaliser sur une réussite dite académique, donc c'est limité quand même. Donc ça veut dire que l'enseignant peut avoir des effets sur beaucoup d'autres aspects. Et donc, la première question, c'est de se dire, mais est-ce que est-ce que quand on parle de pratiques enseignantes, dans quelle mesure est-ce que cette question des pratiques enseignantes et cette question du programme de cours est importante pour déterminer ou expliquer la réussite? Et donc, on a fait une première analyse il y a déjà quelques années sur cette question de réussite entre différents programmes de cours. On a fait des analyses, ici des analyses multiniveaux, pour essayer de voir dans quelle mesure est-ce que cette réussite varie en fonction des cours et qu'est-ce qui peut l'expliquer, enfin en fonction des programmes de cours et qu'est-ce qui peut l'expliquer. C'est quelque chose qu'on a fait dans notre programme à l'Université catholique de Louvain. Et ce qu'on voit en fait, c'est que 15% de la réussite, elle est déterminée par les caractéristiques du programme, ce qui paraît pas tellement important, même si quand même 15%, on rappelle que c'était 25% pour l'étudiant, qui est déterminé par les caractéristiques du programme. Mais qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Ben, ça veut dire que le taux d'échec en termes de réussite administrative, il peut varier entre 30 et 70% d'un programme à l'autre. Donc il y a quand même énormément de choses relatives au programme qui ont l'air de pouvoir agir sur ces étudiants. Et ici, dans ce qui ressort par rapport au programme, ben, on a évidemment toutes les questions plus structurelles de l'institution, taille de groupe, proportion des TP et charge de cours qui va être importante. Et un autre élément qui était intéressant dans cette recherche, c'était de montrer qu'en fait, les déterminants de la réussite qu'on a montré avant, donc ces questions de motivation, d'intégration sociale, etc., n'avaient pas le même effet d'un programme à l'autre. Ce qui veut dire que, en fait, d'un programme à l'autre, en fonction de ses caractéristiques, on n'est pas exactement sur le même processus de réussite. Un exemple comme ça, bah, par exemple, le fait d'assister au cours et donc de s'engager, de venir au cours, bah, dans notre programme de sciences exactes, ça a un effet très important sur la réussite, très significatif et très important sur la réussite des étudiants de première année. Par contre, dans le programme de droit, on n'a retrouvé aucun effet significatif du fait de venir au cours, par exemple. Même chose, le fait d'avoir un emploi rémunéré sur le côté pour devoir payer ses études, donc le fait de devoir travailler sur le côté en plus pour payer ses études, ben, en médecine, ça a un effet particulièrement significatif et négatif sur la réussite en fin d'année. En psychologie, ça a un effet beaucoup plus neutre. Donc, avec quoi je veux venir, enfin, sur quelle conclusion je veux venir ici? Ben, c'est que au-delà de penser aux pratiques enseignantes, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir penser son approche de la réussite dans un contexte. Et donc, c'est important de pouvoir se dire, mais quelles sont les caractéristiques de mon contexte? Quelles sont globalement les caractéristiques de mon programme de cours? Et dans quelle mesure est-ce que je peux ajuster ma façon de travailler
d'accompagner à la réussite en fonction de ce programme de cours, parce que ça va beaucoup varier en fonction de ses caractéristiques. Et on a fait et on est en train de faire une revue systématique avec d'autres collègues sur cette question du rôle de l'environnement sur la réussite des étudiants. Et ce qu'on voit en fait, c'est que il y a beaucoup d'éléments qui vont jouer, mais un des éléments qui ressort pas mal dans la littérature pour le moment, même si la littérature manque encore sur cet aspect, c'est vraiment toute cette question de méthode d'apprentissage et de pratique d'enseignement. Et c'est sur ces aspects-là qu'on a le plus de littérature, et c'est sur ces aspects-là que je vais revenir par la suite, en se disant, mais quel est le rôle des méthodes et des pratiques d'enseignement euh, enfin, des enseignants dans l'enseignement supérieur sur cette question de réussite. Et donc, par rapport à ça, ben, on a fait d'autres recherches plus récentes qui ont pas, sont pas concentrées sur les programmes de cours maintenant, mais qui sont vraiment concentrées sur ce qui se passait avec les enseignants et donc sur l'environnement court en tant que tel. Et là, on voit que ben, on arrive à déterminer plus ou moins 25% de la réussite en fonction des caractéristiques de cet environnement de cours. Donc, on est sur un pouvoir encore plus important que son programme en général. Ce qui se passe dans le cours semble avoir un effet particulièrement important. Et ce que cette recherche nous a montré, qui n'était pas uniquement dans notre université, mais dans les 5 universités belges francophones, parce qu'on s'est dit qu'on allait essayer d'avoir l'échantillon le plus diversifié possible à notre portée. Ben, ce qu'on voit en fait, c'est que là-dedans, ce qui va particulièrement jouer, c'est les caractéristiques du cours en termes d'opportunités d'exercice, mais aussi d'activation pédagogique, donc de pédagogie active, donc vraiment dans le design, donc dans les pratiques pédagogiques. Mais également deux autres éléments, bah, l'attitude de l'enseignant, donc comment est-ce que l'enseignant se comporte avec les étudiants euh, par rapport à la façon dont il donne son cours, donc au niveau du non-verbal, son éloquence et sa capacité à vraiment rendre son cours vivant, mais également cette considération positive de l'étudiant et cette approche constructive de l'erreur. Et finalement, ces pratiques enseignantes. Et donc, dans ces pratiques enseignantes, c'est vraiment ces deux aspects de renforcement de la structure du cours. Donc, arriver à montrer enfin, comment se positionnent les différents chapitres, comment ils s'articulent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est secondaire. C'est vraiment ce renforcement de la structure qui a été démontré comme étant un effet vraiment large sur la réussite de l'étudiant, mais également le sens qu'il va pouvoir mettre dans ses enseignements. Donc, à quel point est-ce qu'il arrive à démontrer l'utilité et l'intérêt de la matière pour les objectifs de l'étudiant. Et donc, c'est dans cette logique qu'on a essayé d'avancer encore un petit peu plus en se disant, tiens, c'est intéressant de voir que les pratiques d'enseignement ont cet aspect assez fort. C'est intéressant de voir aussi qu'il y a le design pédagogique et donc les méthodes d'enseignement ont un effet assez fort. Et donc, on a essayé d'avancer sur cette question. Et donc, au niveau des méthodes d'enseignement, ben, on a de nombreuses recherches qui se concentrent enfin, dans l'enseignement supérieur, je dirais dans les recherches anglo-saxonnes, qui se concentrent sur les questions d'approche d'enseignement, dont les recherches de Trigwell et ses collègues. Et dans cette approche d'enseignement, on a vraiment ces deux approches. Soit un enseignement qui va être centré sur l'enseignant, où l'enseignant considère qu'il est au centre et que c'est lui qui dissémine, entre guillemets, son expertise et que les étudiants sont plutôt un réceptacle. Donc, qui se rapproche plus ou moins d'une conception de l'enseignement qui est proche d'un enseignement plus traditionnel, et puis, enfin, plus transmissif. Et puis, de l'autre côté, une approche centrée sur l'étudiant, où l'enseignant va plutôt considérer qu'enseigner dans l'enseignement supérieur, c'est faire travailler les étudiants, leur donner une place active dans leur enseignement et les mettre au centre, entre guillemets, d'où centré sur l'étudiant. Et ce que nous montre la littérature, c'est que l'approche centrée sur l'étudiante, elle est largement démontrée comme permettant d'amener un meilleur engagement et de meilleures performances du jeune. Et d'ailleurs, il y a pas mal de travaux de Lisa Postareff qui ont travaillé là-dessus, donc si elle vient en mars, ben, ça fera une bonne transition, parce qu'à mon avis, elle va venir largement sur cette question. J'ai retrouvé la date, le 19 mars. Le 19 mars, donc ce sera, si vous voulez plus d'informations sur les conceptions de l'enseignement centré sur l'enseignant, centré sur l'étudiant, à mon avis, elle vous en parler le 19 mars.
Au-delà de ça, ben, il y a aussi de très nombreuses recherches qui se concentrent sur les questions de pédagogie active. Et donc, moi, j'aime pas trop ce terme fourre-tout de pédagogie active parce qu'une pédagogie n'est pas juste passive ou active. Moi, je parle plutôt de degré d'activation pédagogique, à quel point est-ce qu'on arrive à petit mettre l'étudiant au centre. Eh ben, ce qu'on voit dans la littérature, il y a énormément de littérature à propos de ça, c'est que l'activation pédagogique, donc le fait de mettre de plus en plus l'étudiant au centre de son apprentissage, ben, ça va soutenir sa présence et sa participation, mais ça soutient aussi son apprentissage en profondeur et ça tend à soutenir sa réussite. Bon, évidemment, avec des variations, tout ne fonctionne pas à 100%, mais c'est tout un énorme débat à ouvrir ici. Mais ce que nous montrent certaines de nos recherches, c'est un livre qu'on a écrit il y a déjà quelques années, c'est que on peut considérer que cette activation pédagogique, on peut la développer au travers de différents leviers, donc les leviers motivationnels, cognitifs, contextuels et sociaux. Et donc, si voulez un peu plus loin sur la façon de travailler cette activation pédagogique, ben, je vous invite à aller lire cet ouvrage qui est ici présenté, quoi. Mais je ne vais pas rentrer plus en détail. Mais donc, ici, il y a quand même de la littérature assez importante qui permet de savoir et de déterminer que les méthodes d'enseignement ont déjà un effet. Cependant, ce qui manque dans la littérature jusqu'à maintenant, c'est de se dire, mais quelles pratiques d'enseignement précises, les pratiques enseignantes, donc ce qui se passe en classe, c'est pas le dispositif en général, mais vraiment la pratique précise de l'enseignant, quelle pratique a un vrai effet sur la réussite du jeune. Et ça, c'est quelque chose qu'on développe vraiment plus largement ces temps-ci. Et en fait, on a développé un modèle théorique des pratiques enseignantes dans l'enseignement supérieur qu'on appelle le modèle Just Teach. Euh, qui, en fait, au travers de la littérature, a permis d'identifier quatre pratiques, quatre dimensions, catégories de pratiques clés qui permettent de travailler et de renforcer cette réussite dans l'enseignement supérieur. Et pas uniquement une réussite académique, mais une réussite plus large. Et par rapport à ces quatre questions clés qu'on peut se poser en tant qu'enseignant sur le développement de sa pratique, la première question, c'est de se dire, ben, dans quelle mesure est-ce que je mets des pratiques qui peuvent favoriser l'intérêt, l'attention et l'implication des étudiants? Dans quelle mesure est-ce que je peux fournir un contexte soutenant et bienveillant à mes étudiants? Dans quelle mesure j'ai des activités, des pratiques d'enseignement qui vont favoriser sa compréhension et la compréhension de toutes et tous? Et finalement, dans quelle mesure est-ce que je peux amener les étudiants à réfléchir en profondeur sur la matière qui est proposée? Et donc, ces quatre objectifs pédagogiques qu'on peut réfléchir dans les pratiques directement mises en place dans les cours qui permettent d'avancer vers cette logique. Et donc, derrière ça, nous avons ici en premier favoriser l'intérêt, l'attention et l'implication, la gestion de la classe. Dans le cadre soutenant, c'est le soutien socio-affectif. Dans la compréhension de toutes et tous, c'est vraiment cette question de structuration des apprentissages. Et la réflexion en profondeur, c'est l'activation cognitive. Et ceci, je vous le donne, mais vous l'aurez dans les slides. Vous avez évidemment des indicateurs spécifiques sur ces différents aspects de gestion de classe, de soutien socio-affectif et de structuration des apprentissages et d'activation cognitive qui vous permettront de réfléchir un petit peu plus en place, enfin un petit peu plus si ces différentes actions et ces différentes pratiques sont réellement mises en place en tant qu'enseignant dans vos classes. Et pour le moment, on a testé ce modèle qui montre une bonne structure factorielle et donc qui fonctionne bien. Il arrive à bien déterminer ces différentes sous-dimensions. Finalement, on a distingué 8 sous-dimensions que vous avez ici, qui sont présentées ici à chacune des lignes. Donc les deux premières, c'est la gestion de la classe. Les deux suivantes, c'est le soutien socio-affectif. Les deux après, c'est la structuration des apprentissages. Et les deux dernières, c'est l'activation cognitive. Et on a fait une série de recherches qui sont en cours. Donc, je dirais que c'est des éléments en primeur ici que vous avez, qui permettent de regarder ça par rapport à différents indicateurs potentiels du processus de réussite. Et ce qu'on voit en fait, c'est que la gestion de la classe va avoir un effet important sur les questions de présence du jeune, le fait qu'il vient au cours et qu'il revient enfin, qu'il va venir dans les cours. Sur la question de participation, on voit que c'est vraiment cette sollicitation cognitive au quotidien, donc le fait de pouvoir lui poser des questions, le faire réfléchir, le faire interagir, qui va avoir un effet positif. Par contre, la question de questionnement réflexif et critique, donc le fait de vraiment le mettre dans des situations complexes en première année, enfin, de situations complexes où il doit problématiser, réfléchir en petits groupes, etc., tendrait à avoir un effet négatif sur sa participation.
bon, à réfléchir, c'est des premières études préliminaires. Au niveau des questions d'émotions positives, donc les émotions ressenties, bah, c'est le fait surtout de structurer les apprentissages, donc de fournir de la structure, de soutenir la compréhension de tous qui tend à avoir des émotions positives. Encore une fois, le fait de trop mettre l'étudiant directement en situation de réflexion et d'analyse critique bah, a tendance à peut-être renforcer, à diminuer certaines émotions positives. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça veut dire qu'ici, ça peut être menaçant pour lui. Au niveau de l'anxiété, ben, on voit que c'est plutôt le soutien socio-affectif avec son cadre soutenant qui va vraiment diminuer cette anxiété, mais aussi la provision d'un cours très structuré qui va diminuer cette anxiété également, qui ressort. Encore une fois, le questionnement réflexif et critique a tendance à augmenter cette anxiété. Au niveau de l'apprentissage en surface, donc le fait de ne pas de faire un apprentissage minimal qui va se concentrer juste sur enfin, sur une maîtrise superficielle de la matière, bah, c'est quand il y a un cadre menaçant qu'on a cette situation qui apparaît souvent. Et concernant l'apprentissage en profondeur, bah, c'est le fait de fournir une structure assez claire qui va faire ressortir ça. Et vraiment sur une question de réussite assez basique, entre guillemets, en savoir est-ce qu'il a réussi ou non le cours en fin d'année bah, le fait d'avoir un cadre menaçant ou de mettre en place un cadre menaçant bah, a un effet négatif sur cette réussite en fin d'année, alors que le fait d'avoir ce moment de sollicitation cognitive qui se rapproche vraiment d'une certaine activation cognitive tend à avoir des effets positifs sur la fin de l'année. Tout ça est à discuter, tout ça à réfléchir, mais ça permet déjà d'avoir une logique un petit peu sur ces différents points et d'avoir des premiers éléments de discussion. OK. Maintenant, je termine et ce sera le dernier point sur lequel je vais venir. Ben, on a réfléchi sur les différentes façons d'agir en tant qu'enseignant en se disant, ben, la première chose, c'est de réfléchir sur le cadre et se dire qu'on est dans un contexte précis, donc c'est important de pouvoir considérer son contexte pour pouvoir mettre en place des actions. On n'est pas dans un vide contextuel. La deuxième chose, c'est qu'il y a pas mal de littérature qui tend à montrer que des méthodes d'enseignement avec une vision plus active, plus centrée sur l'étudiant, auraient largement des effets positifs sur l'engagement, sur l'apprentissage en profondeur, mais aussi sur la réussite. Et troisièmement, on a vu qu'il était possible aussi de distinguer différentes pratiques, différentes, précisément en classe, indépendamment du dispositif, qui, elles aussi, auraient des effets positifs ou négatifs sur différents aspects de la réussite. Donc, on peut jouer sur différents points. Le dernier point, c'est que on peut aussi se demander bah, quand est-ce que c'est important d'agir au mieux en tant qu'enseignant pour pouvoir maximiser cette réussite. Et dans la littérature, il y a un moment clé qui ressort comme étant particulièrement sensible pour le jeune, en tout cas le jeune en transition qui rentre dans l'enseignement supérieur, c'est vraiment cette phase de rencontre, à savoir les premiers jours, les premières semaines dans l'enseignement supérieur. Il y a beaucoup de littérature qui tend à montrer que ça aurait un effet boule de neige, des effets, enfin, développer un cercle vertueux ou un cercle vicieux en fonction de si c'est positif ou négatif sur le reste de l'année. Il y a beaucoup de littérature américaine qui travaille là-dessus et qui montre des effets très larges. Et certains de ces effets ont également été démontrés dans le contexte belge. Donc là, je vous ai donné une de nos références qui le démontrent. Et en fait, ce que nous disent les étudiants, c'est que, ben, en fait, ce départ, je vais peut-être revenir là-dessus avant, ce départ et ces premières semaines, ces premiers jours vont leur permettre, et c'est ce que dit la littérature aussi, vont leur permettre de cristalliser un petit peu leur attitude et leur comportement par rapport à l'enseignement supérieur. Et donc, en fonction de la façon dont ils perçoivent le contexte et donc les pratiques enseignantes et la façon dont on y perçoive les interactions avec les enseignants dans les premiers jours, va leur permettre d'avoir une attitude très précise, enfin de stabiliser leur conception et leurs attitudes très précises par rapport au cours et donc de s'engager de manière assez ferme. Et vu que l'être humain a pas beaucoup, enfin, n'aime pas être dans l'incertitude, dans les premiers jours, les premières semaines, un des travaux qui va être fait consciemment ou inconsciemment par les jeunes, c'est vraiment ce travail de se dire, OK, maintenant je suis dans l'enseignement supérieur, je comprends comment c'est, je comprends comment ça fonctionne, parce que j'ai reçu enfin, parce que j'analyse très fort le contexte dans lequel je suis. Et donc, c'est très important de pouvoir réfléchir la façon dont on accueille ses étudiants pendant les premières semaines, parce que ça peut avoir des effets à très long terme. Et d'ailleurs, on a fait une autre recherche avec un suivi longitudinal sur 2 ans de ces études, enfin, de certains étudiants, donc première année et deuxième année. Et ce que nous disent les étudiants, en fait, quand on leur demande qu'est-ce qui détermine leur réussite, ben, ils nous disent que c'est pas vraiment un élément précis qui va déterminer leur réussite, mais que c'est un parcours progressif qui nécessite un équilibre délicat dès le début de l'année, dès les premiers éléments.
Et en fait, ce que nous disent ces étudiants, c'est que si le début de l'année est compliqué, ben, il y a vite un déséquilibre qui se crée avec accumulation de lacunes. Et alors, ils sont vraiment pris enfin, ils ont beaucoup de retard qui se positionne, enfin, qui se met en place. Et donc, ils ont vraiment beaucoup plus de difficultés à rattraper, entre guillemets, le niveau, par la suite. Ce que nous disent ces étudiants aussi, c'est que si ce déséquilibre se crée soit par un manque d'engagement ou par un trop grand choc de la transition, bah, ça peut être épuisant comme c'est présenté ici et irrattrapable avec une accumulation de lacunes. Certains autres étudiants nous disent également que un engagement trop fort dès le début, qui va trop fort et qui va être trop important et qui ne gère pas assez bien ses ressources, peut avoir exactement le même effet sur le plus long terme, avec un effet d'épuisement et finalement d'abandon parce que c'était trop impliquant dès le départ. Donc il y a ce juste équilibre qui doit être trouvé dès le début. Finalement, ce que nous disent aussi ces étudiants dans cette recherche, bah, c'est qu'il y a aussi un autre moment qui est particulièrement important pour eux, c'est les premiers moments d'évaluation, et ça particulièrement par rapport aux pratiques enseignantes. Ils leur disent que c'est des moments qui vont vraiment leur faire un déclic dans certains cas, soit un déclic positif avec un moment de prise de conscience pour vraiment se réengager ou renforcer certains aspects, soit un moment plutôt de désillusion qui va ici mener à un désengagement très important et une grande difficulté à pouvoir gérer ce retour négatif des évaluations. Donc c'est un des éléments clés dans la transition vers l'enseignement supérieur, c'est ces premières évaluations, ces premiers retours sur ces compétences. Et on a parlé du sentiment de compétence tantôt, suffisamment largement. Voilà, ici je ne vais pas vous laisser des questions, je vais juste arriver sur la conclusion pour peut-être un petit peu revenir sur ce qui est important de retenir de tout ce que je vous ai dit, parce que je sais quand même évoquer beaucoup d'aspects différents. Donc, ça peut être intéressant de faire un résumé ici de certains aspects si jamais vous avez perdu le fil à un moment ou perdu un certain point d'attention ou que la connexion était mauvaise. Euh, je dirais ici qu'il y a quatre messages clés par rapport à cette présentation et quatre éléments clés que vous pouvez garder en tête par rapport à cette approche. La première chose, c'est que le premier point, c'est qu'on a vu qu'on est face quand même aujourd'hui à des impératifs politiques importants et ambitieux dans l'enseignement supérieur avec des exigences croissantes sur des ressources qui sont presque identiques. Donc, on est quand même dans un paradoxe et dans une vraie tension sur ces questions et ces objectifs de réussite. Donc, c'est important de pouvoir le conscientiser que on est vraiment sur une tension importante et donc que c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Euh, et que par rapport à cet enjeu, ça peut être intéressant de pouvoir se positionner sur quelle perspective on prend par rapport à cette réussite et vers quelle dimension de la réussite et comment on peut expliciter cette dimension de la réussite, qu'on va essayer de maximiser. La deuxième chose, bah, comme je le disais, c'est que l'étudiant a quand même un fort pouvoir d'action sur sa réussite via son bagage, sa motivation, son engagement et son intégration. Et dans sa motivation, on se rappelle bien du sentiment d'efficacité personnelle hein, qui va être important. Dans son bagage, on se rappelle aussi de son parcours scolaire et de ses performances passées qui vont être particulièrement nécessaires. Mais qu'au-delà de l'étudiant, l'enseignant et le contexte peuvent aussi largement soutenir et menacer la réussite. Et ce que je vous disais juste avant, c'est que si on veut travailler sur cette question de soutien ou de la réussite via le volet des pratiques enseignantes, la première chose, c'est de réfléchir sur le fait qu'on n'est pas dans un vide contextuel, donc on a peut-être des étudiants spécifiques dans un contexte spécifique qui nécessite d'être pris en compte quand on veut mettre en place des actions. On ne peut pas appliquer une action de manière unilatérale comme ça. La deuxième chose, c'est qu'on a vu que l'enseignant, il peut agir via ses méthodes d'enseignement centrées sur l'étudiant, des méthodes actives. Et finalement, l'enseignant, il peut aussi agir via ses pratiques, donc pas juste changer tout son dispositif de cours, mais aussi savoir comment il travaille dans sa classe, en réfléchissant aux aspects affectifs, motivationnels et cognitifs des pratiques enseignantes. Et pour terminer, on peut aussi dire que agir sur la réussite, c'est aussi être attentif à différents moments de transition qui vont être importants. Évidemment, réfléchir au fait que la préparation va peut-être pas être la même pour tous les étudiants. Gardez en tête que les premières semaines sont un moment particulièrement sensible et donc il faut être particulièrement attentif aux messages et à l'attitude et à la façon dont on aborde ces premières semaines en tant qu'enseignant et aux messages qu'on transmet aux étudiants à ce moment-là et aux premières logiques d'évaluation. Agir sur la réussite, c'est aussi penser l'environnement pour réduire les obstacles à la transition. Donc, peut-être garder cette idée qu'on ne peut pas toujours se dire qu'on va renforcer le pouvoir d'action de l'étudiant, mais peut-être qu'il y a d'autres aspects en termes institutionnels qui peuvent être réduits pour faciliter cette transition. Et peut-être qu'agir sur la réussite, et c'est peut-être un message que j'avais fait passer ici, c'est peut-être réfléchir à une façon de ne pas juste travailler en îlot,
Et l'enseignant seul, c'est pas l'enseignant, c'est pas l'enseignant uniquement d'avoir une responsabilité sur la réussite. C'est pas juste à l'institution, c'est pas juste au conseiller, aux conseillères à la réussite de se concentrer sur cette question, mais peut-être d'arriver vers cet écosystème d'accompagnement à la réussite qui avance sur une définition explicitée des vrais enjeux de réussite et de la façon dont on peut l'inclure et l'impliquer, enfin, et l'intégrer aux autres enjeux pédagogiques. Voilà, ça termine un petit peu ce que je voulais vous présenter ici. Je pense qu'avant les questions, vous pouvez peut-être déjà prendre, on va peut-être pas prendre une minute, mais peut-être prendre 10 secondes ici pour réfléchir déjà à deux éléments que vous voulez retenir de cette présentation. Vous dites, par rapport à tout ce que j'ai vu, ces deux éléments, je vais les garder. D'accord? Donc, je vous laisse 10 secondes par rapport à ça. Peut-être que ça va vous faire émerger des questions, ou des réflexions, des commentaires. Ok. Ben, et maintenant, je vous laisse. On a encore un petit peu de temps, on a un quart d'heure pour plus de questions. Donc, n'hésitez pas avec vos questions. Et si vous voulez approfondir la réflexion, on a sorti un livre il y a un an sur les questions de transition à l'enseignement supérieur qui reviennent un peu en détail sur tous ces aspects, mais qui en développent d'autres. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lire cet ouvrage. Je vous le recommande. Mais bon, je l'ai écrit, donc c'est compliqué de ne pas le recommander. Voilà. Voilà. Mais donc, Merci, déjà, merci beaucoup, Michael, pour cette présentation très riche.